Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence et pour votre écoute qui permettent à tous de continuer à découvrir l'art de la relation. Ce soir, on va voir ensemble que dans l'art de la relation, c'est l'intention qui compte. Que l'intention, c'est la porte qui s'ouvre et qui ouvre la relation jusqu'aux pensées les plus lumineuses du monde de l'âme. L'art de la relation, c'est notre thème de l'année. On avait débuté ce thème lors de la conférence d'hiver en prenant conscience que nous sommes relation. On dit souvent que nous sommes des êtres de relation, mais on entend généralement par là que nous sommes en relation les uns avec les autres, avec nos congénères, avec les animaux, avec les végétaux, le monde de l'âme et même le divin, mais on le vit souvent de manière très séparée. Il y a moi et puis l'autre en relation. On avait insisté justement que c'est un point de vue qui est très personnel et très formel, un peu une relation qu'on vivrait d'une particule à une autre particule. On avait vu les conséquences d'ailleurs de ces relations à partir du moi. Et puis, dans un deuxième temps, on avait pu toucher combien d'un autre point de conscience, nous ne sommes pas seulement en relation, mais nous sommes relation. On avait vu qu'on est cette grande relation qu'on décrit parfois en étant la relation entre esprit et matière, entre conscience et forme, entre âme et personnalité, qui se vit beaucoup plus dans un flux vibratoire et non un rapport particulier. On avait vu aussi que dans cette gigantesque relation, l'humanité elle a un rôle bien spécifique à jouer, celle d'être le trait d'union conscient, la bande passante entre les qualités de l'âme une et les consciences de toutes sortes de vies sur la Terre. Un peu comme un médiateur qui vit en lui cette relation comme un flux dans un mouvement permanent. Un flux bien sûr pour l'ensemble de ses compagnons terrestres. Voilà en quelques mots rapidement par quoi on avait commencé ce cycle et quelques idées comme ça pour bien reprendre le fil. Et la première conférence de l'année est bien sûr disponible toujours sur le site. Ce soir, pour bien continuer, on va voir combien il est important de préciser cette relation. De pouvoir appréhender ce qui se vit beaucoup plus en détail dans la grande relation. Comment y participer réellement afin d'être acteur conscient de ce qui se propose à travers cette grande relation. Et c'est vraiment essentiel de prendre conscience que d'être relation, que de se vivre comme la relation en cours entre esprit et matière, se vivre comme étant la relation vivante entre la grande conscience planétaire et les consciences incarnées, réaliser que nous sommes tous ça et qu'il n'y a rien d'autre qui vit sur Terre, que rien n'est autre que cela, c'est essentiel. C'est un point essentiel à réaliser en nous, mais c'est qu'un point de départ. Si on reste sur cette perception un peu subtile, c'est malheureusement insuffisant. Et on voit bien d'ailleurs comme ça n'amène pas de véritable changement dans nos vies. C'est assez fragile face aux problèmes du monde. Ça ne tient pas. C'est un peu une belle sensation d'être cette relation, mais souvent ça reste trop vague et sans impact réel. Et puis si on regarde bien, l'idée d'être relation entre l'âme et les formes n'est pas du tout nouvelle. C'est quelque chose qu'on entend dire depuis très longtemps dans le cadre de plein de travail spirituel, qu'il faut être passeur, qu'il faut être canal, qu'il faut se connecter, se laisser traverser. C'est bien beau d'être canal, mais souvent ça reste vécu de manière très sensible, voire souvent mystique dans beaucoup de pratiques spirituelles. Par contre, c'est intéressant de voir qu'on vient de traverser l'ère des poissons, où tout le développement de la sensibilité était justement un peu une sorte de Graal, que la vie de l'aspirant et du chercheur spirituel moyen, on pourrait dire, justement, il cherchait cette sensibilité un peu mystique, énergétique, pour se laisser traverser par le corps émotionnel, par toutes les énergies subtiles. Je suis canal, je me sens traversé par des énergies, sauf que maintenant, on est rentré dans l'ère du Verseau, qui est en lien avec le corps mental. Et être canal, passeur, être relation, ça va nous demander maintenant de l'être sur le plan mental, de manière précise, et de travailler l'art de la relation mentale, car oui, on est bien traversé par des énergies, mais lesquelles ? C'est ça la question. Comme si pour permettre justement à la relation entre les consciences les plus hautes et celles de l'humanité, il fallait développer une relation mentale. La relation qui permet la relation, un pont quelque part dans le pont. Cette relation mentale qu'on va aborder ensemble, elle va se construire en 3 étapes bien distinctes. Ça sera le support de cette conférence et des 2 suivantes. Premièrement, c'est la relation mentale avec ce qu'on appelle la pensée pure, la pensée qui émane des sphères de conscience les plus élevées. C'est la relation qui révèle. Puis en deuxième, être la relation avec les nouvelles pensées révélées
et les anciennes croyances de l'humanité. C'est la relation qui libère. Et enfin, être la relation des nouvelles idées qui émergent pour l'humanité et toutes les transformations que ça va proposer. C'est la relation qui guérit. Voilà les trois phases qu'on va développer autour de cette grande relation. Comme ça, nous pratiquons l'art de la relation via le mental, du plus abstrait au plus concret. Le mental, c'est vraiment l'outil de relation par excellence. Être la relation entre abstrait et concret, entre invisible et visible, c'est le propre du mental. Voilà le programme. Par contre, pour bien appréhender cette notion-là de relation, c'est intéressant de le remettre dans une histoire et dans un contexte beaucoup plus grand. On doit regarder à quel point on est en relation à tout niveau. Alors on peut parfois se le représenter un peu par des aspects très formels. La relation, vraiment pour élargir comme ça notre perception, la relation même des galaxies entre elles, la relation des constellations du zodiaque, des planètes un peu plus proches de Sirius, Proxima du Centaure, la relation avec notre Soleil, avec les planètes du système solaire, entre elles. Puis nous, notre relation avec Jupiter, Saturne, Mercure, Vénus. La relation de la Terre avec toutes les vies qui sont en relation sur le plan de la vie terrestre. Alors toutes ces relations, c'est que l'aspect formel de la relation. Et on peut se les représenter, ça nous permet de se les représenter. Mais surtout, elles doivent nous donner un peu un aperçu, une idée de la multitude de relations qui se vivent sur le plan de la conscience et de toutes les énergies. Comme si on pouvait se représenter comme ça un flot gigantesque de courants d'énergie qualifiés, des consciences les plus subtiles aux plus simples, en relation permanente, cycliquement, qui représente en fait le monde dans lequel on vit. Ce monde dans lequel on vit où rien n'est séparé, rien n'est coupé, et c'est vraiment essentiel pour nous dans ce travail de ne pas oublier ce fondement même de la vie, la non-séparativité. Nous sommes une vie unitaire, même si nous, on oublie au quotidien parce que nos sens, sur le plan physique, ne voient qu'un monde parcellaire. En réalité, tout communique. L'âme une, qu'on appelle aussi la grande conscience planétaire, n'est du coup pas du tout inaccessible fondamentalement. Elle n'est pas séparée de nous. Et l'humanité a complètement le potentiel pour cette relation. Elle a même un rôle bien particulier, une spécificité dans la relation. Elle est un peu un chaînon essentiel, justement grâce au mental. Alors on dit souvent, pourquoi diable passer par le mental? Pourquoi cette relation entre âme une et âme humaine doit être mentale? Pourquoi toujours ramener mental? Pourquoi ce choix? C'est une bonne question. Simplement parce que ce n'est pas un choix de notre part. Ce n'est pas une appétence à ça, ni un choix des philosophes, des scientifiques, des enseignements ésotériques, mais c'est une conséquence. On oublie trop souvent que la conscience planétaire, comme toute vie, s'exprime, se manifeste et communique par la pensée, par un mental. La grande conscience planétaire, elle pense son monde un peu comme nous, finalement, on pense le nôtre. Ce qui se passe, par exemple, dans notre maison, résulte de nos pensées. Comment on les aménage, comment on y vit, ce qu'on y fait. Alors, ça fait un peu bizarre de dire, oui, nous sommes pensés. Alors, bien sûr, une sorte de mental qui nous échappe totalement, tellement subtil, tellement pur, synthétique, mais mental, intelligent, réfléchi. Ça serait assez fou de croire que ce n'est pas le cas. Ça serait fou de penser que la vie telle qu'elle se déroule sur Terre, même au-delà, ne soit pas pensée, ne soit pas et soit finalement le résultat d'un pur hasard. À notre échelle, c'est juste pour se donner une petite représentation, mais ça serait aussi fou que de penser par exemple que notre maison s'est construite toute seule. Il y a des briques qui passaient par hasard à côté d'une mare de béton, elles sont tombées dedans, il y a dû avoir du vent qui a fait tomber des arbres, ça fait une charpente. Évidemment que non, il a bien sûr été pensé en amont, il y a bien eu un plan. Pour l'histoire de l'humanité, c'est pareil. Ça serait fou de penser que nous sommes le résultat d'un processus irréfléchi. Bien sûr, depuis notre perception terre à terre, on ne voit pas ça très facilement. Mais quand on regarde depuis un autre point, on commence là à voir qu'une pensée claire est à l'œuvre sur Terre. Une intention mentale qui est pensée, qui se manifeste dans l'humanité et dans tout ce qui vit sur Terre. C'est vrai, si on regarde bien, depuis la conscience et sur une grande échelle, on peut commencer à avoir un début logique,
un début de logique, un début de sens. Si on regarde le règne végétal, par exemple, on voit bien une évolution assez logique qui met tout en œuvre pour développer certaines qualités. L'harmonie, l'unité de vie, même l'unité de couleur, l'interdépendance, tout fonctionne comme un seul être qui est composé d'écosystèmes qui se sont construits petit à petit, stade après stade, participant à une même idée, s'aidant les uns les autres pour accompagner cette intention. Même symboliquement, tous tendus dans la même direction, vers la lumière, vers une même idée. Pour le règne humain, c'est idem. Quand on regarde depuis la conscience, on peut constater qu'il y a une pensée, une intention qui pousse derrière l'histoire de l'humanité. Une humanité qui a comme intention de développer la conscience. D'abord, conscience de son environnement, un peu on pourrait dire de son physique, puis de soi-même, jusqu'à la conscience de cœur d'ensemble. C'est la fameuse courbe involution-évolution qu'on a déjà évoquée dans nombreuses conférences. Et les états de conscience de l'humanité qui évoluent progressivement, on peut bien reconnaître que l'intention est bien là, que chaque phase de l'évolution humaine est en lien direct avec les intentions propres à l'involution et à l'évolution. Derrière chaque phase, il y a un plan pensé. On est pensé. Il en va de même pour le règne animal et même le règne minéral. En plus, au sein de chacune de ces intentions, de ces grandes lignes de pensée évolutive, il se pense également le détail des intentions particulières pour chaque espèce, chaque période, chaque phase de ces évolutions qui participent à l'intention globale. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas clairement, qu'on ne sait pas encore les écouter et y répondre, que ce n'est pas une réalité. L'âme une pense. Elle a une intention, une pensée pour tout ce qui vit en son sein. Là encore, c'est difficile pour nous de se le représenter parce que ce n'est pas vraiment une représentation mentale comme on l'entend habituellement. Ce n'est pas une idée avec des mots tangibles comme le langage humain par exemple. Non, mais c'est une intention beaucoup plus abstraite. Par contre, abstrait, ça ne veut pas dire flou. Abstrait, ça veut dire qui est hors des formes et des représentations concrètes. C'est donc une pensée beaucoup plus pure, un peu comme une note finalement, une vibration, un symbole vibrant d'essentiel, un peu un concentré de vie qui est prêt à libérer et qui libère tout son potentiel. Encore une fois, c'est un peu difficile pour nous de s'imaginer ça avec nos perceptions habituelles. Mais on pourrait quand même essayer de se le représenter comme un peu des grandes pulsations, des courants d'énergie d'une grande puissance qui sont porteurs de sens et qui impactent, dirigent et qui portent toute vie terrestre par son intention. Dans les enseignements ésotériques, on dit que le corps énergétique planétaire, c'est-à-dire toutes les énergies, physiques, émotionnelles, mentales, même les énergies de la conscience, toutes sont mises en activité par la volonté et la pensée divine. On parle même de substance dynamique. Par contre, quand on dit que nous sommes pensés, c'est vrai que des fois ça fait un peu peur, parce que ça nous fait l'impression d'une pensée extérieure à nous, et qu'on pourrait subir. Mais en fait, c'est bien une pensée qui fait partie de nous en tant qu'âme. La grande âme une pense son monde, mais nous sommes un fragment de cette pensée. Ça, c'est vraiment une réalité qui doit petit à petit s'intégrer dans notre conscience. Et c'est pourquoi le mental, c'est le lieu de rencontre, le lieu où se vit la relation entre la pensée pure de la conscience planétaire et les pensées de la conscience humaine. C'est le lieu où on va pouvoir déchiffrer et comprendre ces pensées pures. C'est donc là que se pratique l'art de la relation. Sacré outil ce mental. Voilà pourquoi on ne peut pas se passer de lui. Alors, si on est pensé, si on doit être cette relation avec la pensée pure, avec cette intention mentale, comment s'y prendre pour nous, nous les chercheurs spirituels? Comment on peut répondre vraiment à cette pensée qui dirige et qui porte toute vie? On serait tenté déjà de dire, mais finalement, est-ce qu'on n'y répond pas un peu déjà? De toute façon, si on est pensé, si on est dans un flux permanent d'intention, a priori, c'est ça qui nous anime. Plus ou moins directement, plus ou moins consciemment. Et c'est vrai, et c'est même assez important de s'en rendre compte. Simplement, il faut bien constater que c'est une réponse totalement inconsciente pour beaucoup d'entre nous. C'est une réponse un peu innée. Quand on regarde le monde végétal ou animal, ou une bonne partie même de l'humanité, on pourrait même parler d'instinct. Un peu d'automatisme. Une réponse à l'impulsion de vie
dénués de toute forme de compréhension réelle, pensant la plupart du temps même qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il n'y a pas de sens, et pourtant qui cheminent dans une direction commune, sans s'en rendre vraiment compte. Pour l'humanité, par exemple, c'est étonnant de voir comme il émerge des civilisations, des courants de pensée, des religions, des époques où l'humanité a choisi des directions, elle a choisi des modes d'évolution, des modes de fonctionnement qu'on retrouve sous différentes formes partout sur Terre, sans qu'il semble y avoir eu une idée claire, définie et acceptée par l'ensemble de l'humanité. Sans consciemment l'humanité, qu'elle se soit dit, bon, pour le programme d'évolution de conscience, il est temps que pendant 200 ans, on va devoir expérimenter telle ou telle direction, tout le monde est OK, le message de l'âme est clair. Non, oui, c'est inconscient. Pourtant, ici, la civilisation mésopotamienne, par exemple, qui choisit de développer l'agriculture, l'écriture, une civilisation qui naît, qui rassemble, qui grandit, qui apprend, qui apporte des avancées, puis qui disparaît. Plus tard, civilisation égyptienne, avec l'astronomie, beaucoup d'autres avancées. La Grèce qui développe la démocratie, puis qui est soumise par la civilisation romaine. Toutes ces manifestations répondant à des impulsions et des intentions qui imprègnent toute l'humanité de qualité. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, des différentes époques, des différents types de gouvernance, des différents changements de mode de vie, si on le regarde en tant qu'ensemble, on voit clairement une réponse, un peu comme une respiration, un souffle. C'est une réponse vraiment à un souffle qui influence la masse de l'humanité, qui donne des nouvelles expériences, qui intègre dans la conscience collective, pour le coup inconsciente, puis qui se retire pour une nouvelle vague. C'est vraiment une réponse qui se fait instinctivement, naturellement, comme téléguidée, assez vague, ça tâtonne, mais c'est bien une réponse et on peut bien parler de relation. Et puis l'humanité a avancé, la conscience individuelle grandit, la sensibilité se développe, la sensibilité beaucoup à moi, le mental aussi se développe, et petit à petit, chacun répond et interprète à sa façon les pensées et les intentions de l'âme une. Chacun cherchant alors un sens, une direction, une intention personnelle. Chacun ses idéaux, sa vision, et finalement chacun croyant donner son propre sens à la vie. Et pourtant, ça reste là encore une réponse à une intention globale. Ça reste la réponse à celle de développer la conscience individuelle dans l'humanité. C'est assez drôle de le regarder comme ça en fait. Chacun se pensant être unique, donnant un sens particulier à sa vie, déployant des efforts, des moyens financiers complètement fous pour être spécial, pour être unique et ne pas suivre la masse. Alors qu'il répond comme tout le monde à la même intention. L'intention que la conscience individuelle se développe dans l'humanité. Exactement pareil comme chaque phase d'évolution d'ensemble. C'est simplement la réponse à une intention planétaire. Souvent, nous pensons que l'humanité a pris un tournant, s'est mise à vivre d'une certaine façon, suite aux idées d'un humain qui aurait lancé une mode, une idée. L'individualisme, le communisme, le capitalisme, ah oui, ça a l'air bien, tiens, si on essayait. Mais il faut réaliser qu'aucune idée ne naît de l'humain, ne naît d'une personne. Autant d'ailleurs, dans l'autre sens, petite parenthèse, mais autant d'ailleurs que l'âme ne s'adresse jamais à une personne. Mon âme m'a dit, ma mission de vie personnelle, non, ça n'existe pas. Aucune idée ne naît de l'humain, et on ne fait que répondre à des intentions d'ensemble. Alors bien sûr, on y répond de manière plus ou moins à droite. Et si à la base, une intention a été émise pour une évolution souhaitable de l'humanité, les travers sont évidemment très nombreux. Nos interprétations trop basses, trop individuelles, entraînent des conséquences évidemment néfastes. Pas besoin de donner beaucoup d'exemples, on voit bien par exemple en ce moment tous les travers que le développement de l'humanité engendre sur la Terre. Par contre, on oublie trop souvent qu'on a aussi réussi à répondre de manière qualitative à ces grandes intentions. On a réussi à répondre par exemple en amour, en fraternité, en solidarité, en coopération et d'autres qualités. Quand on regarde aujourd'hui dans plein de pays, on pourrait voir vraiment que nos réponses inconscientes ont bien porté leurs fruits. Un système de santé gratuit pour tous, des prestations sociales
pour les plus démunis, des congés payés, la retraite, une éducation de qualité pour tous, la justice gratuite et égale pour chaque concitoyen, le droit de vote, la protection, les soins apportés aux animaux, aux végétaux. Tout ça, évidemment, loin d'être parfait encore. Mais si on revient simplement 200 ans en arrière, on n'aurait même pas rêvé de tout ça. On peut bien constater du coup que malgré tout, on a répondu avec succès aux intentions de l'âme, même si ça n'était pas conscient. Pour certains, dans l'humanité, on a même déjà essayé de répondre consciemment à la relation à l'âme une, à la relation au divin. C'est ce qui a donné notamment les religions, toutes sortes de recherches de contact avec le divin. Les prières, les mantras de tous bords, les rituels, les autres pratiques, plus ou moins spirituelles, en sont la conséquence. Là encore, cette réponse, elle a porté ses fruits. Elle a renforcé le sentiment de la présence d'une conscience plus grande. On lui a donné plein de noms, il y a eu plein de possibilités autour de ça, mais ça a renforcé complètement cette sensibilité. Et elle a aussi, bien sûr, ça a été une porte ouverte aussi à beaucoup de confusion, beaucoup d'élucubration, qui a perdu parfois l'humanité dans le mysticisme, dans le spiritisme, parfois dans la médiumité. Mais malgré tout ça, par différentes facettes du sensible, on a répondu à l'intention de relier l'humanité à Dieu. Finalement, quels que soient les exemples qu'on pourrait prendre, on répond toujours à des intentions de groupe sans nous en rendre forcément compte. Les réponses se font sous forme très variées, les écueils sont toujours importants, mais tout commence par une intention, une pensée. Nous sommes pensée et nous sommes déjà relation subjective, invisible, un peu un échange dématérialisé avec toutes ces pensées pures. C'est un fait. On entend parfois parler par rapport à ça de télépathie. Nous, un terme qu'on emploie quand on imagine un échange invisible entre deux personnes. Mais ici, on parle de la télépathie dans son aspect supérieur. La véritable télépathie, c'est la relation que l'humanité doit développer. La télépathie entre les sphères de conscience, notamment entre la grande conscience planétaire et la conscience humaine par le mental. Alors s'il est vrai qu'il y a déjà relation, qu'on répond déjà aux intentions de l'âme de différentes façons, évidemment le temps est venu d'y répondre maintenant de manière consciente, de manière claire, pour que cette grande relation avec la pensée pure, entre la pensée pure et la pensée humaine, se fasse enfin sans interférence, sans inconscience et sans la déformation de la sensibilité et du mental personnel. Si par le passé on a réussi à être en relation instinctivement, puis sensiblement et même un petit peu intelligemment, il est l'heure d'y répondre vraiment consciemment par des pensées claires et des idées lumineuses. Sur le principe, on est OK, mais comment vivre ça? Ça semble pas du tout évident. Pas évident de sortir justement de nos habitudes, de nos réflexes, et d'aller plus haut, d'aller chercher une relation plus subtile, encore plus ouverte, avec plus de connexion directe à ces impulsions supérieures. Une connexion plus instantanée, plus complète, où on ferait plus qu'un avec ses pensées, plus qu'un totalement, plus qu'un pleinement avec celui avec qui nous communiquons, sans interférence. C'est drôle quand on dit ça parce que ça rappelle quelque chose, cette quête que nous avons dans la communication, cette recherche de relations à distance de plus en plus directe, de plus en plus parfaite, comme dans la communication de ce qu'on vit entre humains. C'est un des secteurs le plus en développement dans nos sociétés, si ce n'est pas le plus, la téléphonie. Chiffre d'affaires 2025, 1500 milliards de dollars pour une seule année. Pour chercher la relation, il semble qu'on cherche. L'analogie, elle est intéressante. La recherche de ces relations extérieures, elle est finalement assez similaire à celle de l'intérieur, au rythme de l'évolution. Sur le côté formel, depuis le télégraphe par exemple, ce qui commence dans les années 1800, Samuel Morse, des impulsions électriques très physiques, un fil physique qui informe à distance, très simple, très succinct, basique, on pourrait presque dire instinctif. Plus tard, le téléphone qui se déploie, qui amène en plus les sensations, les émotions, le feeling, parce qu'avec l'interlocuteur, on entend sa voix, donc qui est porteuse, comme ça, des émotions. Et puis le téléphone sans fil, par onde, qui augmente complètement la qualité et la couverture avec des relais partout sur Terre.
Bien sûr, les smartphones, les ordinateurs, Internet, la fibre, la communication, c'est vraiment à permettre le son, l'image et même l'ambiance en temps réel. Comme le réel, comme si on y était, mais à distance. Comme si on le vivait. Et finalement, on cherche, même dans le monde des formes, une relation à distance le plus vivant possible pour pouvoir éprouver à distance, se fondre, ne faire qu'un avec l'autre. En immersion, toujours, mais à distance. Ça nous donne une belle image, nous, dans notre recherche de relation à l'âme une. C'est pareil, il nous faut chercher ce contact plein, un contact même instantané, de vécu à vécu, à éprouver ce qu'est réellement l'intention de l'âme une, à essayer de se fondre dans ses pensées pures, comme on a dit tout à l'heure, comme si on y était, en immersion. Et à nous d'apprendre à développer nos systèmes de communication intérieure de plus en plus subtils, toujours plus grands, comme la 4G, la 5G, et plus puissants encore, les satellites, aller plus haut, plus grand, plus en réseau. Que nous, on devienne un peu les méditants. Il y a eu les méditants de première 1G, 2G, première génération, deuxième génération, quatrième, cinquième génération, à nous d'être les méditants de la sixième et de la septième génération. La 6G, la 7G qui va se développer petit à petit. Jusqu'à ce que l'image soit parfaite, jusqu'à ce que le son soit parfait, que la vision soit parfaite, jusqu'à qu'on soit complètement immergé, qu'on puisse se fondre dans la pensée de l'âme une. Beau programme. Se fondre dans la pensée divine. Est-ce que d'abord c'est possible? Oui, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, petit à petit, il ne faut pas oublier que tout communique, que rien n'est séparé. Et c'est bien à ça d'ailleurs que travaillent déjà beaucoup de chercheurs spirituels, c'est à ça que travaillent les initiés et ce qu'on appelle les maîtres de sagesse, et c'est ce à quoi on tend, nous, en tant que chercheurs. Pourquoi alors est-ce qu'on n'arrive pas à se fondre pleinement, à s'immerger? Parce que c'est ça un peu notre travail. Pour nous les chercheurs spirituels, c'est justement un problème d'intention. Pour bien comprendre, il faut se poser la question de ce qu'est une intention. C'est vraiment une clé dans cette recherche de relation avec l'âme une. C'est le titre de la conférence de ce soir, c'est l'intention qui compte. On pourrait dire à première vue qu'une intention, c'est une idée de quelque chose qu'on projette de faire. J'ai l'intention de faire un jardin cette année, par exemple. Mais si on ne s'arrête pas à l'idée de faire un jardin, mais plutôt qu'on essaie de comprendre la vie de ce mot, de j'ai l'intention, alors on peut se rendre compte de toute la puissance qui se cache dedans. Intention, un peu, on pourrait l'appréhender comme une tension électrique intérieure, une tension vers quelque chose, une intensité qui est mise en direction d'un but. Et plus l'intention est forte, plus l'énergie est puissante. C'est l'intention en nous qui a la capacité de mobiliser toutes les énergies possibles pour atteindre son but. Cette tension intérieure, elle va mobiliser, diriger les énergies de toutes les ressources qu'on a en nous, le mental, le sensible, le corps physique, toutes les matières à notre disposition. Par exemple, pour faire un jardin, si l'intention est claire et forte, les idées, le feeling et les moyens physiques vont s'organiser pour répondre à cette tension. Comme si les énergies elles étaient mises en mouvement, elles se créaient sous l'influence de l'intention. Là encore, on parle des fois de l'intention comme une substance dynamique, pour pouvoir se représenter ça. Et c'est essentiel un peu de percevoir combien une intention est une énergie forte qui projette, qui focalise vers un but clair. Mais c'est encore plus important de sentir qu'une intention est une tension, mais pas seulement une tension, mais une tension qualifiée. La fréquence de la tension, un peu sa couleur, sa note, sa façon de vibrer, elles dépendent de la qualité du but lui-même, et pas de sa forme. La qualité, la vibration, la couleur de l'intention dépend du but lui-même et pas de sa forme. L'intention de faire un jardin bio partagé pour un quartier défavorisé, ou celle de faire un jardin bio industriel pour créer une multinationale et rentrer en bourse, n'ont pas du tout la même note. Elles ne vont pas vibrer, elles ne vont pas donner les mêmes idées, elles ne vibrent pas du tout pareil. La véritable tension énergétique, la couleur, la note, ne se cache pas dans le projet lui-même, mais dans l'intention réelle qu'il est derrière. La motivation plus ou moins secrète de la personne qui a cette intention. Pour une même intention de faire un jardin, vous avez des notes qui peuvent être totalement différentes. Pour deux personnes ayant l'intention de faire un travail spirituel,
on peut avoir des notes et des fréquences électriques aussi très éloignées. Et comprendre un peu que cette tension, cette fréquence qui anime nos intentions, cette note, elle a sa propre vie. Elle est chargée, elle est magnétique de par sa note. Et de par sa note, elle va alors résonner, être en relation avec des notes semblables par sympathie, ou bien être repoussée par antipathie. Le maraîcher du jardin partagé et l'industriel du légume ne se comprennent pas directement, ne rentrent pas en relation facilement. La communication, les échanges sont parfois presque impossibles. Les idées vont s'opposer, les émotions se confrontent. C'est comme un phénomène électrique, magnétique. Notre intention réelle crée une tension qui a sa propre charge et qui définit les possibles relations. Voilà qui nous pose une question essentielle. Si on a des difficultés à percevoir les pensées de l'âme une, si on a des problèmes pour être la relation avec la conscience terrestre et à accompagner ces pensées jusque dans les pensées humaines, quelles sont nos réelles intentions dans cette recherche spirituelle? Est-ce qu'elles sont compatibles en résonance magnétique avec l'intention de l'âme une? Est-ce qu'il y a affinité d'intention? Est-ce qu'il y a une possibilité, du coup, de rencontre et de relation? Il va falloir étudier la question. D'abord, l'intention planétaire. Alors c'est vrai qu'on dit que les voies de Dieu sont impénétrables. C'est un peu vrai. On ne peut rien dire de l'intention dans son essence même. On ne peut rien dire quand on parle de Dieu comme une entité universelle. Même déjà quand on parle de Dieu comme une entité planétaire, on se rapproche, mais on ne peut pas dire non plus grand-chose. Par contre, à une octave plus proche de nous, en tant qu'âme justement, en tant que partie de l'âme une, au plus haut qu'on peut écouter, observer, il y a peut-être des aspects qu'on peut commencer à percevoir. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'on cherche. Alors voyons voir un peu ce qu'on a trouvé déjà depuis le temps qu'on cherche. Si on regarde un peu, quelle proposition est-ce qu'on a depuis que l'humain cherche? Quelle intention finalement est-ce qu'on donne à la vie? On nous dit communément, les choses un peu basiques, que le but c'est la survie et la reproduction des espèces. Bon, ça on a peut-être compris que c'était pas tout à fait ça. On trouve aussi différents types de propositions dans les religions, d'autres dans la philosophie, d'autres encore au café du coin, tout le monde y va de sa proposition. Mais à chaque fois en fait, on répond à quel est le but de la vie humaine sur Terre, mais quasiment jamais celui de quel est le but de la vie conscience terrestre. On ne voit ça que par le bout de sa petite lorgnette. L'humain, il ne peut voir ça que comme ça. Le but de la vie de l'humain, vu par l'humain. Alors c'est bien sûr difficile d'affirmer quel est le but de la vie terrestre, de l'âme une, parce qu'on l'imagine, nous, par la lorgnette de l'humanité, et par des formes que ça pourrait prendre. Mais si on essaye un peu de se connecter à l'intention, la tension en elle-même, là ça peut devenir un petit peu plus imaginable. En tout cas dans une certaine mesure. Et si c'est pas possible de savoir l'intention pure originelle, on a quand même pas mal de pistes pour s'y connecter. Par exemple, les enseignements ésotériques, ils nous disent que l'intention fondamentale est l'expression parfaite des qualités de la grande conscience à travers toutes les formes de vie sur Terre. C'est-à-dire que l'âme une, incarnée dans ces myriades de formes, chemine et à travers l'expérience de cycle en vie, évolue jusqu'à ce que la conscience soit libérée au sein des formes et révèle ses qualités. Que les formes de vie, finalement, soient le parfait reflet des qualités divines. L'intention est donc l'émergence, la révélation, l'expression pleine des qualités de l'âme à travers les formes. Là, on peut sentir déjà un peu l'énergie de cette intention, une intention synthétique. C'est bon de se le rappeler, des fois, on l'oublie. L'intention, c'est l'émergence, la révélation et l'expression pleine des qualités de l'âme à travers toutes les formes. Voilà la tension, la couleur, la fréquence vibratoire de l'intention au plus haut point qu'on peut toucher. On peut noter aussi qu'il n'y a aucune forme là-dedans, aucune recette pratique, aucune idée matérielle ou un résultat formel. Par contre, on peut sentir la présence de cette intention. Et on devrait d'ailleurs pouvoir la ressentir de partout, puisque c'est elle qui nous anime, dans toutes les formes de vie. Ces qualités, bien sûr, on en a déjà souvent parlé, les 7 qualités fondamentales de l'âme, ce qu'on appelle aussi les 7 rayons,
qui sont un peu la base de toutes les qualités comme ça qui peuvent se révéler. Bien sûr, les stades d'avancement de ces qualités, leur expression sont très variées. Ces qualités potentielles, elles ont des aspects bien différents selon qu'elles s'expriment à travers par exemple le règne minéral, le règne végétal ou animal. Les qualités qui se révèlent aussi dans l'humanité sont évidemment aussi multiples selon les pays, les cultures, les âges de conscience, mais l'intention c'est la même derrière, les exprimer parfaitement. Si on pouvait imaginer un petit instant que derrière toute vie pousse cette intention, que tout est tendu dans cette direction, et que la tension, elle ne se résout que quand toutes les qualités seront parfaitement exprimées. Ça ouvre un petit peu un beau chemin de perspective. Alors, nous qui cherchons justement à servir, est-ce qu'on est en phase avec cette grande intention? Pour que l'art de la relation puisse opérer, il faudrait commencer par regarder nos propres intentions. Pour ce qui concerne une grande partie de l'humanité, c'est déjà assez clair, c'est facile de voir que l'intention, elle est très commune. Se faire plaisir, dans le sens assouvir nos envies, s'épanouir dans ce qu'on apprécie nous. C'est une intention commune, par contre qui se manifeste là aussi de 1000 façons. Être riche, puissant, reconnu, être libre, faire ce qui nous plaît quand on veut, vivre intensément des sensations fortes, à travers le sport, la musique, toutes les passions qu'on peut imaginer. S'éclater, faire la fête, ou bien être gentil, apporter aide et soutien à notre famille, à notre entourage, à l'environnement. Simplement être peinard, confortable, prendre du bon temps. Pour beaucoup, c'est aussi être en paix, dans une vie avec le moins de conflits possible, ni intérieur ni extérieur. Ou bien, des fois au contraire, être un révolutionnaire qui va faire bouger les choses, qui va au combat, qui veut changer le monde. Tout ça, ce sont des intentions de la conscience individuelle. On pourrait continuer, la liste est longue, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir clairement l'intention qui nous anime, nous, en tant que personnalité. Puis de réaliser combien elle influence, combien elle nous influence. Si on pouvait prendre conscience combien nos intentions génèrent nos modes de vie, nos modes de pensée, nos idées, nos attitudes, nos paroles, et par conséquent nos actions et même notre entourage. On pense notre monde, nous aussi. Alors, naturellement, dans notre démarche de relation spirituelle avec l'âme une, on va retrouver ces modes de fonctionnement. Nos intentions personnelles, elles vont colorer notre démarche spirituelle. On va avoir l'impression de nouvelles intentions, on aura l'impression peut-être que j'ai essayé le moi-je comme ça qui a l'intention d'assouvir ses envies, ça va changer, ses envies de s'épanouir, mais simplement, ça va se retranscrire à travers nos nouvelles intentions, soi-disant spirituelles. Ça va donner par exemple l'intention de s'élever soi, de s'éveiller soi, vivre le nirvana. Ou l'intention de trouver du réconfort personnellement, trouver la paix grâce au travail spirituel, trouver des solutions aux problèmes de ma vie personnelle. Ou bien l'intention de donner simplement du sens à ma vie. Pour beaucoup d'autres, ça va donner se retirer, fuir une réalité quotidienne trop dure. Pour d'autres, l'intention de comprendre, de savoir ce qu'est la vie. Et là encore, bien d'autres encore, chacun la sienne, comme on dit. Mais finalement, quand on y regarde depuis ce point-là, il n'y a rien qui matche avec l'intention planétaire qu'on vient d'évoquer. Alors pour beaucoup d'entre nous, on a déjà vu ça, on a déjà regardé ça, on a déjà essayé même de le dépasser. Et on a bien sûr les meilleures intentions du monde, on est plein de bonnes intentions. Être utile, servir l'âme dans l'humanité. Mais si on y regarde bien, si on creuse un peu, des fois beaucoup, même dans nos meilleures intentions, sans nous en rendre compte, on ne cherche pas à servir la conscience dans l'humanité, mais souvent à servir simplement l'humanité elle-même. C'est déjà un premier pas intéressant. Mais la plupart du temps, notre intention, en fait, elle est que le monde formel vive en paix, que le monde formel vive en harmonie, ne souffre pas, que tout le monde s'aime, que tout le monde trouve sa place, s'épanouisse, que chacun soit reconnu et s'épanouisse autant humains, animaux que végétaux, tous ensemble, en bonne santé, libres, et ils vécurent longtemps et furent heureux à jamais. Dans cette vision, dans cette intention un peu cachée qui peut nous animer, c'est pas l'humanité qui sert à l'épanouissement des qualités de l'âme, mais c'est l'âme qui sert à l'épanouissement de l'humanité.
On pourrait la refaire plein de fois, elle est bien à dire celle-là. C'est pas l'humanité qui sert à l'épanouissement des qualités de l'âme, mais c'est l'âme qui sert à l'épanouissement de l'humanité. Et la différence, elle est de taille. Alors que notre intention soit de se sauver, de s'élever et fuir le monde physique, ou bien de le sauver pour qu'il corresponde à notre idéal, ça ne matche pas du tout avec l'intention de l'âme une. Notez combien ces deux intentions, se sauver, fuir, ou sauver le monde formel, sont présentes dans la recherche spirituelle. La relation, elle est alors impossible et les pensées pures, elles restent toujours complètement inaccessibles. L'art de la relation, ça va être alors de lâcher toutes nos vieilles intentions, aussi bonnes soient-elles, et de plonger, de faire un avec cette intention de l'âme une. Pas seulement vue comme une belle théorie, mais par identification à cette intention. Ça va consister à retrouver la vie même en nous, cette intention fondamentale. Cette intention qui a été enfouie et qui est enfouie tout au fond de notre âme. On pourrait dire presque plongée tout au fond de cette impulsion de vie jusqu'à l'éprouver. Sentir à quel point l'âme en nous et partout autour de nous n'a toujours eu que cette intention. Essayer d'éprouver là cet élan intérieur, de retrouver cette tension électrique, un peu ce feu interne qui a toujours brûlé en nous. Puis d'essayer de le nourrir, ce vécu, jour après jour, pour essayer de retrouver cette intention pure, originale, et le vivre au maximum qu'on peut. L'âme ne vit que pour révéler ses qualités à travers les formes, à travers toutes les formes. C'est sa raison d'être, c'est sa nature même. L'âme, elle est élan d'expression de ses qualités. C'est ce qu'elle a toujours été et partout. Par contre, toutes les étapes, toutes les phases d'évolution de l'humanité, de notre vie personnelle, sont que des moyens temporaires pour y arriver. Ces phases, par contre, qu'elles nous semblent agréables ou douloureuses, qu'elles nous plaisent personnellement ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Serviteur que nous sommes, alors, n'a plus qu'une seule intention, inébranlable, vitale, accompagner et essayer de stimuler cette révélation en cours. Sa propre intention, alors, elle se colore, c'est pas lui qui impose son intention sur le travail, c'est cette intention-là qui colore sa propre intention, elle se calque à celle de l'âme. À notre octave, celle du serviteur, ça se traduit par une pensée claire, une pensée un peu plus palpable, une pensée qu'on peut s'emparer pour nous, qui fasse écho à notre niveau. C'est reconnaître le fait de notre unité d'âme et d'en révéler ses qualités. C'est comme on dit des fois, préparer notre cœur et celui de nos frères à l'existence de l'âme une, au fait même de notre unité, et ainsi préparer le mental de l'humanité à percevoir la nature de ses qualités. Que toutes nos pensées, que toutes nos idées, que toute notre sensibilité servent à faire entrevoir cette manifestation de l'âme une partout là où elle œuvre. Entraîner le mental à traduire chaque poussée, chaque avancée de ses qualités communes. L'intention de faire tout ce qui est finalement en notre pouvoir pour que ces qualités soient vues, reconnues et puissent s'épanouir absolument partout. Après, là encore, peu importe du comment on s'y prend. À chacun de répondre au mieux avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut, avec ses outils, avec les atouts de ses énergies. Il s'agit de faire preuve de perspicacité, comme on dit. On n'est surtout pas appelé à servir de la même façon dans les mêmes sphères de l'humanité. Il faut de la diversité pour que ça puisse se révéler de partout. Mais par contre, tous appelés par cette intention unique. Un peu comme un gong subtil intérieur qui résonnerait toujours en nous. Ça veut bien sûr pas dire qu'on délaisse notre vie quotidienne, notre travail, nos amis, notre famille et nos activités. Mais c'est plus un but en soi. Comme on dit, le serviteur, il ne vit plus pour lui-même. Ses anciennes intentions personnelles passent un peu comme sous le seuil de la conscience. Elles sont plus d'importance majeure. Il s'en occupe simplement, mais sa véritable intention est toujours focalisée dans l'âme. Aujourd'hui, dans l'humanité, on ne manque pas de créativité. On manque encore beaucoup d'amour, mais on manque énormément d'intentions bonnes. C'est quasiment inexistant. Par contre, alors quand on s'y donne un peu, quand on arrive au mieux qu'on peut à retrouver un peu cette intention vivante en nous, alors dans l'intensité de ce vécu, magnétiquement, là, la relation, elle devient possible.
un peu automatiquement, par affinité vibratoire, par sympathie. Parfois, sans même nous en rendre compte. On vibre à l'unisson de cette grande intention sur la même note, au diapason comme ça, par l'intention commune en nous et celle qui est au niveau planétaire. C'est là que ça commence, quelque chose que peut commencer à s'ouvrir. C'est là qu'il change quelque chose dans la fréquence même de notre être. C'est le pont en fait qui se fait. Le fil de la relation, il se vivifie. C'est l'intention commune qui donne vie à la relation. C'est une relation là qui devient instantanée, naturelle. La relation ne se construit, elle peut se construire alors avec tout ce qui vibre sur cette note, celle de l'âme une. Et elle se construit aussi avec tous ceux qui sont déjà affiliés consciemment. C'est ce qu'on appelle le groupe. Les grands êtres, les maîtres de sagesse, les initiés, tous les serviteurs qui répondent déjà à cette note, quel que soit leur soi-disant niveau d'élévation. La relation de groupe, elle se fait par l'intention bonne, par l'intention réelle. Alors depuis cette énergie, par contre, cette dynamique, là, les nouveaux modes de pensée, ils vont pouvoir se mettre en route. Des pensées plus pures vont pouvoir naître. C'est une intention qui est porteuse d'idées, là par télépathie. Un peu comme une pouponnière d'idées, qui permet à l'intention comme ça de se propager. Des pensées qui vont naître, des idées porteuses de l'intention, parce qu'elles sont en relation avec. C'est là que les pensées et les idées évolutives du futur de la vie sur Terre, on s'aperçoit qu'elles ne peuvent émerger que dans ce cadre. C'est une relation télépathique de groupe vitalisé par l'intention commune. Alors, les idées vont pouvoir vraiment devenir claires. On va pouvoir commencer à toucher ce que sont vraiment les qualités de l'âme. Ce qu'est l'amour, par exemple, ce qu'est la lumière, ce qu'est l'esprit de paix, l'idéalisme supérieur, la coopération, et toutes les idées qui découlent de ça. Et non seulement ça, mais ces idées, elles vont pouvoir se propager à travers le groupe, petit à petit. Elles vont pouvoir prendre forme dans le mental de groupe, avec cette intention commune. Les idées nouvelles, elles vont affluer partout où l'intention est vivante. On dit des fois que dans cette relation, il se crée un véritable réservoir d'idées justes à disposition du mental humain. Alors là, face aux crises et aux changements, quand le besoin un peu se fait sentir dans l'humanité, en nous, partout, si l'intention est bonne, si elle est tournée vers l'évolution de conscience, les vérités, les idées évolutives vont se manifester naturellement. En fait, là encore, il serait bon de se représenter ça un peu comme un échange magnétique qui peut circuler du plus haut au plus bas. Relier, et ce qui fait la reliance, c'est l'intention. De voir finalement une pensée divine comme un courant d'énergie pouvant circuler magnétiquement partout où l'intention est bonne. Et que ce courant, il fertilise le mental des consciences les plus évoluées, et puis se redirige toujours par magnétisme là où l'humanité est en demande. Les idées pleuvent, on dit des fois. Les pensées, elles se matérialisent comme ça d'étape en étape, et quand l'intention est pure, la relation est pure. Là, on voit alors la relation mentale comme une transmission de pensée, une télépathie qui se propage des plus hautes pensées de l'âme une par le groupe des penseurs jusque dans la pensée des hommes. Là encore, pas forcément sous forme de paroles, d'écrits ou de longs débats, mais plutôt des pensées synthétiques, des idées simples, puissantes, vivantes. Voilà la relation qui peut s'opérer par le mental quand l'intention est bonne. Alors nous qui cherchons justement à servir l'âme, nous qui cherchons à être actifs dans l'évolution de conscience et dans cette relation, on cherche cette relation avec cette grande conscience en qui nous vivons. Et bien on peut se rappeler que chaque fois qu'il nous semble ne pas y arriver, chaque fois qu'il nous semble ne pas avoir d'idée, devant chaque soi-disant échec de nos méditations, de nos temps de réflexion, de nos temps d'expression, chaque fois qu'on se sent dans la difficulté d'un mental pas clair, on n'a rien touché, d'une mauvaise réception, ou d'un mental très concret qui n'arrive pas à sortir du connu, et tous les problèmes que ça peut poser dans nos vies, commençons par retourner à l'intention. À chaque fois qu'on est un peu fatigué, déçu, parfois désespéré ou frustré par la difficulté d'établir une relation claire et vivante avec l'âme, retournons à l'intention. Recherchons en premier lieu une relation à cette flamme intérieure, à cette tension. Ça ne sera pas une garantie de réussite, mais ça sera la garantie de démarrer du bon pied. Et
surtout de retrouver de l'énergie et de la joie dans ce travail. Si nous sommes sincères, si on est sincèrement appelé par cette tension, sincère en latin, ça veut dire pur, sans mélange. Pour nous, du coup, sans autre intention cachée. Alors la réponse, elle se fera, ici ou là, maintenant ou plus tard, mais il n'y a pas de triche, il n'y a pas de raccourci possible. Si ça ne marche pas, c'est peut-être déjà que l'intention n'est pas tout à fait bonne. C'est plutôt bien fait d'ailleurs, finalement. C'est, comme on dit, c'est magnétique. La véritable télépathie avec les pensées pures ne se fait jamais à partir d'une envie ou d'un élan personnel, et quelle que soit l'intensité de cette envie. Plus on veut pour soi, plus la fréquence magnétique de cette intention nous éloigne et nous isole. On dit des fois que les portes du dessin planétaire sont bien gardées. Sincère ou pas? Intention pour l'épanouissement de la conscience au sein de toutes les formes ou pas? Les portes s'ouvrent ou pas? On dit qu'on ne peut pas pénétrer les voies du Seigneur, qu'elles sont impénétrables, mais par contre on peut peut-être apprendre à nous laisser pénétrer. Et là, dans ce cas-là, être la relation, c'est évidemment tout un art. Bien sûr, tout ça, c'est les prémices de cette relation et de cette télépathie pour toute l'humanité. Et si déjà les êtres avancés de tout temps, les maîtres de sagesse, les initiés, certains groupes pratiquent déjà cette télépathie, pour la plupart de nous, c'est que les balbutiements. Mais il faut quand même conscientiser que l'humanité s'y prépare petit à petit, que le mental s'est développé. L'intention spirituelle, elle évolue de cycle en cycle, et elle va devenir bonne. C'est même essentiel pour nous de projeter qu'on va vers cette relation télépathique avec l'âme. C'est sûr que ça prend du temps, c'est pas évident, et il faut s'y donner un peu à fond, mais c'est la bonne direction. On dit même que ça sera une grande avancée dans l'humanité. On parle même d'une gloire de l'humanité, celle de l'âge des Verseaux, justement. Les maîtres, ils disent qu'il faudra à peu près 500 ans pour que l'humanité développe cette véritable télépathie mentale. On commence à s'y mettre. 500 ans pour que ça se développe. Pour que se développe cette télépathie et cette relation avec la conscience planétaire. Que cette télépathie, elle instaure déjà une nouvelle phase terrestre. Et on parle d'une ère d'universalité et de synthèse. Ça va créer une nouvelle civilisation qui est en cours, qui sera intuitive, qui sera conditionnée par les nouvelles pensées et qui donnera de nouvelles cultures. Une humanité en télépathie consciente avec l'intention planétaire, non limitée par la parole ou par les interprétations personnelles. On peut nous alors se préparer à ce que chaque groupe, même chaque serviteur, devienne comme ça un centre magnétique de cette lumière, on pourrait dire de l'intention, un peu comme un aimant qui attire, qui offre un canal pur à ses impulsions évolutives. Alors les idées, elles trouvent naturellement leur chemin dans tout le mental de l'humanité, elles pourront s'épanouir dans tous les règnes de la nature. Et cette relation, elle a déjà commencé. Par contre, elle doit continuer par nous, en tant que groupe de serviteurs, qui se reconnaissent dans cette intention bonne. Par contre, c'est sûr qu'aussi la route, elle est longue et que les difficultés sont présentes. Les informations télépathiques, il faut bien se rendre compte qu'elles arrivent déjà, mais de tous bords dans nos vies. Les pensées, les idées qu'on perçoit souvent, elles émanent la plupart du temps de notre propre désir ou de ceux de l'humanité. Ils émanent aussi de sphères de conscience, incarnées ou non, qui ne sont pas toujours bienveillantes, qui ne sont pas toujours dans les intentions bonnes. Et on peut être vite entraîné dans les fausses routes, voire même des prisons pour l'âme, plutôt qu'une révélation. Et le discernement de cette provenance, il est très loin d'être évident. Il pose beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce qu'on est déjà télépathique, on est déjà sensible. Mais par contre, plus l'intention est bonne, plus on va y arriver. Et c'est important de se représenter que seule l'intention bonne peut nous donner le discernement et nous protéger de toutes les influences extérieures et pouvoir maintenir le cap qui va nous donner la bonne direction. Seule l'intention peut le faire. Voilà en tout cas combien cette relation télépathique elle est essentielle à l'évolution terrestre. Mais le travail ne s'arrête évidemment pas là, et c'est que le début de l'histoire. Les pensées, les idées qui naissent dans l'intention de l'âme, elles doivent être claires, vivantes, et surtout elles doivent pouvoir continuer leur chemin grâce à nous, et pas seulement rester des pensées pures. On est là pour que la relation puisse continuer. Ces pensées, elles doivent être mises en relation avec les modes de pensée
et les idées actuelles de l'humanité. Elles doivent être mises en relation pour remplacer les anciennes et changer le monde. Et c'est ce qu'on va voir dans les 2 prochaines conférences. En attendant, et pour finir, il est bon aujourd'hui de se rappeler simplement que quelles que soient nos envies, quelles que soient nos façons de vouloir participer à l'évolution de conscience, nos envies de servir, notre bonne volonté, notre envie d'être relation entre divin et humain, il faut se souvenir que c'est l'intention qui compte. Tout commence par ça. L'art de la relation, c'est toujours partir de l'intention bonne.